et je suis en fait instantanément passée dans ce que j'appelle une autre réalité, un espace de lumière et d'amour sans limite, où je savais que j'étais morte et j'étais accueillie par des êtres en art de cercle face à moi et dans un amour infini. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une première date que je vais vous donner. On est au mois de février en 2004, un certain 10 février. Cette phrase, 10 février 2004, a marqué la fin de ma croyance en une réalité restreinte au visible, au tangible, ce qu'on appelle le paradigme matérialiste. On en a beaucoup entendu parler, auquel la science, notamment la science d'aujourd'hui, appartient. Avant cette expérience, eh bien, mon invité vivait très bien sans spiritualité et sans même religion. Désormais, elle le dit, j'ai cessé de me fermer à l'invisible. Elle écrit beaucoup, d'ailleurs, sur cette thématique-là. Et je suis très, très contente de la recevoir. Fabienne Raoul est l'invitée sur ABC Talk. Bonjour, Fabienne. Bonjour, Marc. Merci d'être là. Merci à vous C'est vous qui le dites. Exactement. C'est vous qui donnez cette date. C'est très, très juste. C'est vous qui donnez cette date. C'est vous qui dites bien qu'effectivement, vous étiez complètement fermé à une dimension spirituelle. Oui, parce que j'ai pas eu d'éducation religieuse, ni d'ouverture spirituelle de par mon éducation. Et comme j'ai un parcours de scientifique pur et dur en tant qu'ingénieur, sciences et génie des matériaux, dans le nucléaire en l'occurrence. Dans le nucléaire en plus. J'avais pas du tout de raison, j'allais dire, de croire en quelque chose d'autre. Enfin, en tout cas, ça m'a pas été du tout inculqué dans mon enfance et mon adolescence. Donc, pour moi, on vit, on meurt et puis c'est tout. Et puis sans peur particulière d'ailleurs de la mort. Oui, sans appréhension. Non, rien. Enfin, voilà. Bon, on va voir ce qui s'est passé dans ce 10 février 2004. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la Fabienne scientifique? Est-ce qu'il y a encore, on en a parlé un petit peu hors antenne, mais j'ai titillé un peu Fabienne parce que la réponse ne me satisfaisait pas. Alors, qu'est-ce qui reste de la Fabienne scientifique? Je reste scientifique dans ma démarche intellectuelle, déjà d'une part. D'autre part, l'aspect scientifique que j'ai aujourd'hui n'est plus de la science matérialiste, mais une vision, ce qu'on appelle post-matérialiste, c'est-à-dire avec une dimension d'ouverture à l'invisible qui est liée en fait à mes expériences. Donc voilà, aujourd'hui je fais le pont, du moins j'essaie de faire le pont, le lien entre le monde du tangible, de la matière, et le monde de l'invisible finalement, qui moi me passionne. Voilà. Et quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit 50-50. Je suis 50% scientifique, 50% irrationnel dans l'invisible. Oui, alors pas irrationnel, j'ai pas utilisé ce terme-là, mais du moins j'ai cette ouverture à l'invisible parce que les expériences m'ont transformée et parce que mon quotidien aussi forcément a changé. On va le voir. Mais comme je continue aussi à travailler avec des chercheurs, des scientifiques, universitaires, académiques, qui sont venus me chercher justement suite à la publication de mes livres, en fait. Je reste quand même les pieds bien ancrés sur terre, parce que c'est important pour moi de cheminer comme ça. Je pense que si j'allais purement dans la spiritualité, ce que j'ai cru aller pendant quelques années, mais en fait la science m'a rattrapée finalement. Je pense qu'aujourd'hui, on est à une croisée des chemins et c'est vraiment en reliant la science et le monde de l'invisible qu'on va pouvoir progresser et non en excluant les choses. Voilà. En tout cas, c'est ma manière de fonctionner. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la Fabienne scientifique apporte une plus-value, si je puis dire, une crédibilité supplémentaire, d'abord à vos écrits, à vos propos et à vos démarches? Oui, tout à fait, parce que j'ai des personnes scientifiques justement qui m'écrivent. Des médecins, le monde médical qui s'intéresse du coup à ma vision des choses, mon approche et comme je disais, qui sont venus me chercher puisque je collabore maintenant avec eux sur à la fois en tant que sujet perceptif et également dans le cadre de projets qui sortent des clous par rapport à la science classique, mais qui restent quand même dans un cadre bien carré et ça me plaît. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu tout à l'heure 50-50 désemparée par ma question parfois. Exactement, exactement. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? 60 000 pensées par jour tournent dans votre tête. Vous vous rendez compte? Savez-vous que 80% de nos pensées quotidiennes sont négatives? Saviez-vous que tout est énergie? Pourquoi ai-je l'impression d'être bloquée après tout le travail que j'ai fait sur moi?
peux pas te libérer de ta partie sombre, mais par contre, tu peux en faire une alerte positive. Et si vous étiez à une petite inspiration de changer votre vie? Pour moi, rire, c'est vivre. Retrouvez-moi lors des ateliers ABC Talk. Corps, âme, Esprit qui se tiendront les 30 novembre et 1er décembre prochains. à Lille. À 9 h à l'hôtel Mercure, aéroport de Lille. Rendez-vous sur le site d'ABC Talk. Vous pouvez d'ores et déjà réserver sur le site. Rien que pour vous, un atelier 100% immersif Qui va transformer votre vie. une grande expérience humaine, un moment de communion unique. Prenez date dès maintenant et à très bientôt. Beaucoup de bonheur, d'amour, de sérénité. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Il y a aussi une question qu'on se pose, c'est que je me suis, à la lecture de votre ouvrage, et on va le présenter dans un instant, je me suis demandé la question, je me suis posé si vous auriez pu écrire un livre comme ça 20 ans en arrière. Au-delà de la jeunesse que vous avez, 20 ans, ça serait évidemment très très jeune. Mais il y a 20 ans en arrière, on ne pouvait pas tenir ce discours-là. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'à l'époque, bon, déjà moi personnellement, il y a 20 ans, bon, j'ai pas de souci à dire que j'ai 47 ans, 48 bientôt, le 25 décembre. Donc il y a 20 ans, Vous auriez pu écrire. J'aurais pu écrire, effectivement, mais je pense pas qu'à l'époque on était dans cette ouverture-là forcément. Je crois. Et surtout pour une scientifique en plus. Oui, je pense que là, j'aurais été mise de côté. Alors, je sais que vous êtes nombreux à vous demander qu'est-ce qui s'est passé le 10 février 2004, mais si vous connaissez un peu les écrits de Fabienne, vous avez évidemment la réponse. Pour ceux qui ne connaissent pas Fabienne, qui auraient hiberné encore pendant quelques années, on va revenir sur les grands faits marquants de sa trajectoire et de son expertise. Mais voici le livre. C'est Guérison qui défie la science. Alors ça, si c'est pas un titre provocateur, Guérison et science dans le même titre. Padam pamps. Ben oui. Le 50-50. Le 50-50, voilà, exactement. C'est pas antinomique. Non, pas du tout. Vous en êtes convaincu pour le coup. Ah oui. Et c'est scientifiquement prouvé. Oui. Ok. En fait, pour moi, la science n'est pas opposée et opposable en fait au processus de guérison, clairement. C'est juste finalement le regard qu'a la science dite, qui est aujourd'hui en France plus particulièrement matérialiste, c'est-à-dire une vision, quand on tombe malade, on va chercher la problématique dans un organe, par exemple, et non dans l'histoire de la personne ou, je pense notamment dans le cas des guérisons vraiment un petit peu spectaculaires où on va dire l'invisible peut intervenir. C'est sûr que l'approche purement matérialiste scientiste, je dirais même scientiste, ne peut pas accepter ça en fait. Il y a vraiment une opposition. Et pourtant, force est de constater que les faits sont là. C'est ça. Donc moi, j'aime me baser sur des faits et partir des faits pour essayer de comprendre et cheminer et me poser des questions. Et une scientifique qui peut parler de miracle. Oui. Mais en fait, il y a pas que moi. Moi, je suis pas un cas particulier là, en l'occurrence. On est bien d'accord. Peut-être un petit peu là, peut-être du moins par certaines personnes. Je ne sais pas. Non, mais d'autres ont écrit et qui sont évidemment très très rationnels, très cartésiens, qui ont les pieds sur terre. Je pense à Didier von Kovlart qui a écrit également sur les miracles qu'on a reçus ici. Donc on peut écrire sur ces sujets tout en gardant un aspect, en tout cas comment dirais-je, un côté très pragmatique et très terre à terre. Exactement. Et puis il faut savoir que les miracles sont aussi étudiés, bien sûr, par la science, et notamment, je pense plus particulièrement au bureau des constatations médicales à Lourdes, où c'est quand même des médecins, des neurologues, enfin chacun dans sa spécialité, qui se réunissent pour authentifier le cas de guérison miraculeuse finalement. Donc avec bien sûr le corps ecclésiastique, mais voilà, donc il y a quand même des gens qui s'intéressent à tout ça, et ça c'est passionnant. Et c'est passionnant, et qui écrivent très bien d'ailleurs chez HarperCollins. L'ouvrage de Fabienne, c'est le petit dernier, Fabienne Raoul. Alors, 10 février 2004, alors un petit tour en arrière pour savoir ce qui s'est passé. Vous avez 27 ans ? Oui. J'ai 27 ans, je suis donc ingénieure à l'époque, je suis au travail et je fais en fait, j'ai un malaise cardiaque et je tombe en fait en arrière sur la tête, brutalement, parce que je sens que je vais pas bien et j'ai pas le temps d'aller aux toilettes parce que je sentais que j'avais des nausées et je transpirais très fortement, donc il y avait un souci qui était en cours.
Et je suis tombée en arrière sur la tête, et sauf que je n'ai, moi, pas de souvenir du tout de ma chute, et je suis, en fait, instantanément passée dans ce que j'appelle une autre réalité, un espace de lumière et d'amour sans limite, où je savais que j'étais morte, et j'étais accueillie par des êtres en art de cercle, face à moi, et dans un amour infini, puissant. Il n'y a pas ce tunnel. Je suis pas passée par, du moins je n'ai pas souvenir. Après, est-ce que je suis allée direct ou je n'ai pas le souvenir? Ça, c'est une bonne question que je me suis posée. Mais en tout cas, je n'ai pas ce souvenir de m'être vue au-dessus de mon corps, donc ce qu'on appelle la décorporation, d'être passée ensuite dans un tunnel, d'être éventuellement accueillie par des êtres dans le tunnel. Ça, j'ai pas du tout souvenir. Moi, c'est vraiment instantanément une autre dimension. Mais où j'étais hyper lucide, quoi, une hyper conscience en fait, si vous voulez, qui était plus réelle que là notre monde. Donc c'est ça qui est complètement fou et que j'ai essayé après d'intégrer, de comprendre, de cheminer avec ça. Alors vous avez écrit évidemment là-dessus, c'était sorti chez une autre maison d'édition, c'était en 2019 je crois. Vous avez écrit Mon bref passage dans l'au-delà, dans l'autre monde. Dans l'autre monde. Dans l'autre monde. Quand quelqu'un vit, on peut dire une expérience de mort imminente. On peut dire. On peut le dire. Oui. Ce que vous avez vécu, c'est une EMI. Oui, tout à fait. Ça m'a été. Alors, c'est un terme qui m'avait été confirmé en fait par le professeur Rémi Chauvin, qui était un biologiste, entomologiste à la Sorbonne. C'est aussi une synchronicité incroyable parce qu'en fait, j'avais une de mes collègues ingénieure chimiste, ça faut le faire. 1 an après mon EMI, moi, j'en avais pas parlé bien évidemment dans le cadre du travail. Et Florence, avec qui j'avais sympathisé, on parlait des trucs un peu paranormaux, entre guillemets. Et donc, je sentais qu'elle était ouverte, en fait, à ce sujet-là. Donc, on commence à échanger. Puis, je lui dis, écoute, j'ai vécu quelque chose de très surprenant il y a 1 an de ça. Donc, je lui raconte. Et elle me dit, écoute, faut que tu écrives absolument à mon grand-père. Il est scientifique comme nous. Il est très ouvert sur cette thématique-là. Il va te répondre. Et elle me donne, je revois la scène, elle m'écrit sur un post-it ses coordonnées. Et c'est le professeur Rémi Chauvin, dont j'avais lu le livre, mais très peu de temps avant, et parce qu'il s'intéressait justement à cette thématique-là, entre autres, et autres phénomènes dits paranormaux, même si c'est un terme que moi j'affectionne pas trop, mais bon. Qui est assez galvaudé. Qui peut être galvaudé. Pour moi, ce sont des phénomènes qu'on comprend pas forcément encore une fois, par le prisme matérialiste. Et effectivement, donc j'écris au professeur Rémi Chauvin, donc je me dis mais j'avais l'impression d'être dans un film, la caméra cachée, quoi. Je me dis mais c'est une blague, quoi. C'est pas possible. Je lis son bouquin, je tombe sur sa petite fille. C'était improbable. Et son nom de famille, je le précise bien, n'était pas du tout Chauvin. Donc c'était énorme, quoi. La probabilité là, c'est pas possible. Et donc je lui écris, il me répond et il me dit, mademoiselle, vous avez vécu un bref passage dans l'autre monde. Et il y a des milliers de cas. Alors lui il disait milliers, pas millions, mais aujourd'hui on est plutôt à des millions. C'est vrai. Parce que c'est 4% à peu près. Même, il y en a des études qui vont jusqu'à 10%, 10% de la population qui aurait vécu des EMI. Et donc, le fait qu'il ait écrit ça, ça me validait moi en tant que scientifique, quoi, d'une certaine façon. Et puis il me conseillait de prendre rendez-vous avec le père François Brune. Et là, je me dis non, un religieux, c'est pas possible. À l'époque, je connaissais pas le père François Brune, en fait. Vous avez sans doute loupé quelque chose. Vous l'avez pas vu après? Je l'ai rencontré après, quelques années après. Oui, forcément, du coup, quand j'ai commencé à creuser la piste, enquêter, voir un peu qui s'intéressait. Des personnalités extraordinaires. Complètement. Que je n'ai pas connues, mais évidemment de nom et au travers de ces ouvrages. C'est ça. Alors, il y a un truc qui est quand même très intéressant, c'est que vous parlez de cette lucidité. Où vous êtes parfaitement consciente de tout. Aujourd'hui, avec le recul, ça s'est passé en 2004. Aujourd'hui, avec le recul, donc il y a 20 ans, 20 ans, je me dis, est-ce que vous avez encore les sensations de ce que vous avez vécu dans ce bref instant-là? Est-ce que vous êtes capable de ressentir, de revisualiser ce que vous avez vu? J'ai toujours, pour moi, c'est une expérience qui fait intégralement partie de moi, en fait. Donc c'est quelque chose qui est toujours présent quand je me recontacte en fait avec ce vécu, avec cette expérience. C'est là, c'est en moi. Après, j'ai beaucoup témoigné en fait. Et le fait de témoigner,
on perd un petit peu, j'ai trouvé, ce n'est plus notre propre vécu d'une certaine façon. Ça, je m'en suis rendu compte que presque ça nous appartient plus. C'est-à-dire que cette expérience a été transmise finalement à beaucoup de personnes. Le témoignage au grand public. A été important pour moi parce que c'est aussi un processus thérapeutique d'une certaine façon. À la base, c'était ça pour moi. Et c'est sûr que j'ai le sentiment que presque c'est mon expérience, mais elle est diffusée en fait. Je sais pas comment vous dire. Mais elle devait l'être. Ah moi, j'ai pas reçu de message là-haut pour me dire faut que tu témoignes. Non mais vous en ressentiez le besoin en tout cas. Ah bah moi de oui. raconter. Ah oui, parce qu'en fait depuis 2004, je vivais ce que j'ai appelé mes bizarreries, c'est-à-dire je m'amusais à poser des questions à là-haut, à lancer des défis. Et j'avais des réponses, en fait, comme des signes, des synchronicités. Il y avait des choses assez surprenantes qui se passaient. Donc, je notais tout sur un cahier. Parce que j'avais besoin, en fait, de pouvoir poser les choses, d'analyser. Ça, c'était mon côté scientifique, analytique, pour dire, OK, est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que, à quoi je le raccroche, ce truc, en fait? Et ça m'a aidé, en fait. Et au bout d'un moment, je dis, non, mais là, t'as tellement d'éléments. Enfin, c'est pas possible. Ça, tu peux pas l'expliquer, rationnellement, etc., etc. Et ça a été très thérapeutique pour moi de d'écrire. Et je me suis rendu compte que ça touchait les gens, et notamment les personnes qui avaient vécu ce genre d'expérience ou expérience similaire. En fait, ça leur faisait du bien. C'était vraiment, il y avait un effet un peu de résonance et de mieux-être, et puis surtout un tabou qui était brisé, quoi. Quand on parle avec la communauté scientifique, il y a scientifique et scientifique. C'est-à-dire que vous avez les scientifiques extrêmes, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle les zététiques, qui sont vraiment, je ne crois que ce que je vois, en tout cas, que ce qui est scientifiquement prouvable. Oui. Et puis, il y a les scientifiques comme vous qui ont effectivement cette ouverture-là. Quand les deux se rencontrent, est-ce que d'abord ça a été le cas? Alors, moi, j'ai pas eu de zététicien, en tout cas, qui est venu me voir. Donc, je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est compliqué parce que ce genre d'expérience, déjà, c'est subjectif. Oui. C'est pas, la science veut qu'on puisse reproduire l'expérience. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes une scientifique qui en parle. Donc, ça veut dire enfin, je veux dire, là, pour le coup, vous faites partie du carcan, voilà, ce petit monde des scientifiques ou de ceux qui se disent scientifiques. Et vous êtes la preuve. Pour le coup, c'est une preuve. Oui et non, parce que c'est que mon témoignage. Parce que c'est que votre témoignage. C'est mon témoignage. C'est pas corroboré. Ce que je dis, moi j'ai pas je suis pas sortie de mon corps pour aller voir ce qui se passait dans la pièce d'à côté, d'écrire, etc. Et que quelqu'un aurait pu me dire oui, c'est ça. Donc j'ai pas de preuve en fait. C'est pas prouvable. C'est juste mon vécu à moi. Et donc ça peut être, on peut dire oui, mais ça peut être une hallucination, ça peut être voilà. Et ce que j'entends, puisque moi-même j'avais cette posture-là avant, donc je comprends le point de vue des matérialistes. Mais le fait d'avoir eu cette posture-là aujourd'hui et d'avoir eu cette évolution-là, parce que vous vivez cet accident de l'époque, fait que vous êtes pour moi un exemple au cœur de cette communauté scientifique qui tend à prouver qu'effectivement il y a des choses qui existent. Disons, moi, je m'inscris dans cette démarche-là, en tout cas, d'étudier, effectivement. Moi, c'est ma conviction, c'est ma preuve à moi. J'ai pas besoin de... Sauf que là, il y a des preuves. Oui. Il y a des preuves. Du tangible et je vais pas dire du reproductible, parce qu'on est dans le domaine de la guérison, mais il y a des dossiers médicaux, effectivement. Il y a des dossiers médicaux, effectivement. Et vous faites le parallèle, justement, entre les dossiers médicaux des patients, les témoignages. Oui. Les témoignages parfois inédits. Et effectivement, on met tout ça en corrélation. Est-ce que c'est parce que c'est une enquête? Oui. Pour le coup. C'est une vraie enquête, c'est un vrai travail journalistique de fond qui permet effectivement de se faire une opinion. Et on sent bien que vous avez systématiquement besoin d'aller prouver, enfin de trouver une explication, le pourquoi. Oui. En fait, ça fait partie de moi. C'est vraiment... moi, j'ai deux pôles en moi. Le pôle qui est de la raison,
le pôle cartésien, et en même temps, j'appelle ça moi la foi, parce que j'ai une foi dans l'invisible, c'est-à-dire j'ai vécu, cette expérience et ces expériences, toutes les bizarreries que j'ai pu vivre, donc je sais qu'il se passe des choses qui rentrent pas dans une boîte, et en même temps, voilà, j'ai envie de cheminer. Je suis une chercheuse dans l'âme en fait, donc j'ai besoin en fait de non pas forcément de prouver. Un zététicien, on pourra lui dire, lui donner tous les éléments. S'il veut pas, il veut pas. On est bien d'accord. Mais ça peut-être, on passe peut-être à la mauvaise foi. Oui. Voilà. On est bien d'accord. Donc, à un moment donné, moi, c'était important en tout cas de partir des faits, de partir de vraiment du tangible pour pouvoir montrer, puis chacun après se fait son avis, de toute façon, qu'il se passe des choses qui rentrent pas dans le cadre de la science matérialiste aujourd'hui, du moins, réductionniste. Vous avez réductionniste, absolument. Vous avez commencé en 2023. Oui, début 2023. Mon enquête a débuté début 2023. Ouais, et c'est très joli parce que vous dites votre enquête. Oui. En 2 mots. Oui. C'était aussi une quête. Oui. Oui, c'est une quête parce que, encore une fois, je suis chercheuse, parce que j'aime comprendre, parce que la thématique de la guérison, moi, me touche directement, parce que en 2014, j'ai aussi changé de métier en allant vers l'accompagnement des personnes. Donc voilà, il y a cette dimension corporelle de la guérison qui est là, qui est très présente. Et j'ai envie de pouvoir apporter des éléments peut-être nouveaux sur cette thématique-là. Ouais. Alors aujourd'hui, évidemment, la question c'est comment ça va ? Bien. Je vais bien. Bon. Très bien. C'est très bien. Vous lirez, tout est expliqué à l'intérieur. Alors, on va parler évidemment de la manière dont vous avez écrit et conçu cet ouvrage. Moi, j'ai compris que tout se faisait avec 3 regards assez distincts. D'un côté, vous avez le regard des médecins, le regard sur le point de vue de la maladie, et puis de la société. C'est ça vos 3 angles d'attaque que vous mettez en parallèle ? Oui. Alors, le regard du patient, pour moi, est important. Le témoignage. Ça, c'est la base. Bien sûr. Le dossier médical aussi, mais aussi que dit effectivement le médecin. Voilà, avoir son propre regard, son propre avis sur ces cas. Et puis le regard sociétal, parce qu'effectivement, on peut constater que la culture, bien sûr, joue sur notre regard qu'on va porter sur la maladie et la guérison. Voilà, typiquement les peuples premiers, ils n'ont pas du tout la même définition de la maladie que nous. Voilà, donc on voit bien qu'on a une approche et une perception de la maladie et donc aussi du monde, enfin si je dézoome, du monde qui est complètement différente. Donc oui, ça m'intéressait beaucoup de... Alors, vous parlez aussi, donc vous parlez de guérison spontanée, de guérison inexpliquée, de rémission spontanée, de miracle. Et il faut bien distinguer tout ça. Oui. C'est pas du tout la même chose. Oui, tout à fait. Alors, tout ce qui est guérison... Alors déjà, la guérison, c'est un rétablissement qui est complet et durable de l'organe défaillant, par exemple. La guérison inexpliquée, c'est une guérison pour laquelle la science d'aujourd'hui n'a pas l'explication. Le corps médical n'a pas forcément d'explication aujourd'hui, mais en l'état actuel des connaissances. Absolument. En l'état actuel des connaissances, ce qui veut dire qu'ils ne s'interdisent pas, bien évidemment, de trouver des réponses dans le futur, avec les progrès de la recherche, etc. Et le cas du miracle, aussi appelé guérison miraculeuse, là, c'est une guérison inexpliquée, plus une validation du corps ecclésiastique, par exemple, en tout cas du monde religieux, ce qui signifie qu'il y a une intervention divine par les saints, par Marie, par le Christ, etc., sur effectivement la personne. Alors, vous disiez quelque chose là juste avant qui est intéressant, parce que vous dites ce que la science n'a pas encore réussi à prouver et qui pourrait le prouver. Ou pas. Ou pas. Il y a, pour moi, je veux dire, il y a le mystère. La vie est un mystère. Donc peut-être qu'on restera dans. Il faudra passer, être dans cette autre dimension pour le comprendre et pour avoir la preuve. Mais peut-être que sur ce plan terrestre-là, on ne le saura jamais. Oui. Alors, je pense que
Je sens quand même qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans la matière pour justement le monde invisible a tendance à... Ça, c'est mon regard en tout cas. Et notamment le quantique. Je me parle, voilà, au niveau de la physique quantique notamment, où c'est intéressant. Effectivement, on se rend compte que là, il y a quand même des expériences assez stupéfiantes qui peuvent être et reproductibles. Hein. Je pense notamment à une expérience qui a été faite aux États-Unis sur des souris dont je parle dans le livre. Alors, je sais pas si j'en parle. Si, bien sûr. De toute façon, il y a tellement d'histoires. Oui, il y a tellement de témoignages et tellement d'histoires. C'est vrai qu'il est riche. Hein. Il est dense. Il y a énormément d'informations parce que j'aime étayer en fait les propos. Bien sûr. Et j'aime apporter des éléments scientifiques, des articles vraiment, dans des journaux officiels, etc. Donc en l'occurrence, cette expérience m'a passionnée. Donc, je vais vous expliquer en quoi elle a consisté. Surtout que ça a été publié en 2023, donc c'est vraiment très récent. En fait, ça se passe aux États-Unis. Donc, en fait, à la base, c'est un sociologue qui s'appelle Bengtson qui a rencontré un praticien qui soigne les personnes avec ses mains. Et puis, il a décidé de se former à sa méthode. Il a rencontré d'autres personnes et puis a dit, bon, allez, vous allez aussi vous former. Et parmi ces praticiens, il y avait des personnes qui étaient acquis à la cause, qui, pour eux, ok, on peut guérir par l'imposition des mains, mais aussi d'autres personnes pour qui c'était, non, c'est pas possible. Donc là, c'est intéressant déjà. L'émetteur n'est pas forcément croyant, entre guillemets, au sens large du terme. Et l'expérience a consisté à prendre un premier groupe de souris sur lesquelles on va inoculer des cellules cancéreuses. Elles sont dans une cage, donc ce sont les souris sur lesquelles on va intervenir. Un deuxième groupe, qui est un groupe témoin, de souris sur lesquelles on va rien faire. Groupe de souris aussi avec des tumeurs cancéreuses. Et un troisième groupe qui est beaucoup plus loin, beaucoup plus éloigné de la cage, de ces deux premiers groupes, sur lequel, pareil, on va rien faire, on n'intervient pas. Donc, je crois que c'était 1 heure par jour pendant 1 mois. Les praticiens devaient mettre leurs mains sur la cage. Et magnétiser. Ou faire de l'énergétique, peu importe. En tout cas, émettre cette intention de guérison sur les souris. Et ils se sont rendus compte qu'au bout d'1 mois, effectivement, à plus de 90%, ce qui est énorme, les souris avaient guéri leur cancer. Une cellule cancéreuse, absolument. C'est hallucinant. Et ce qui est stupéfiant, bon déjà ça, 90%, je veux dire, c'est pas du 50%, là, c'est vraiment, c'est un très bon résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que le deuxième groupe de souris qui se trouvait juste à côté, donc qui ne recevait pas de soins, eh bien, a guéri à 80%, plus de 80%. Donc c'est quand même incroyable, puisque l'intention de l'émetteur n'était pas orientée vers elle. Et le troisième groupe de souris est décédé. Elles n'ont pas reçu de traitement. Donc ça montre quoi, ces expériences? Ça montre en fait que il y a bien que l'intention, émise par l'émetteur a bien un impact, un effet objectivé sur des souris. Que ces souris, moi je veux bien qu'on parle de l'effet placebo, mais telle qu'elle est la définition de l'effet placebo, ça marche pas sur les souris. Exactement. À moins de dire que les souris sont conscientes. Exactement. Et qu'elles savent. Bon, bien sûr, pour moi, elles ont une conscience. Les animaux ont une conscience. Ça peut donner des maux de tête. Donc, ça peut donner des maux de tête. C'est vrai, c'est un truc incroyable. Mais c'est intéressant. Mais c'est hyper intéressant, bien sûr. Et en fait, ce qui est aussi intéressant dans ces expériences-là, c'est que une autre expérience a montré qu'en imaginant, visualisant de la lumière, juste une lumière blanche par exemple dans sa tête, on a mis un appareil qui permet je crois que c'était 15 cm à peu près de la tête de la personne, eh bien on s'est rendu compte que le fait de visualiser cette lumière blanche, eh bien le nombre de photons, c'est-à-dire de particules de lumière, eh bien faisait un bond. On enregistrait plus de particules de lumière, de photons, sur cet appareil. Ce qui veut bien dire que le fait d'imaginer, de visualiser une lumière blanche, eh bien, c'est objectivé à l'extérieur de notre cerveau, à l'extérieur de notre tête. Et ça, moi, j'adore ce genre d'expérience. C'est scientifique, là, en plus. Moi, ça me passionne. C'est extraordinaire. Mais c'est des expériences, vous pouvez les retrouver dans des revues, je veux dire, à comité de lecture. Enfin, c'est du lourd, hein. C'est pas fait dans un coin de table. Voilà. Donc, pour moi, ça, là, c'est une preuve? Pour moi, c'est une preuve. Scientifique, bien pour sûr. le coup. C'est une preuve scientifique, exactement, qu'il se passe quelque chose. Donc,
le fait d'émettre une intention de guérison, eh bien, a un réel impact sur un être vivant, voilà, clairement. Donc, si on devait, alors là on parlait de soins énergétiques, mais pour le coup, c'est si on parle de magnétisme, là où c'est quand même assez décrié, et notamment par des médecins purs, ça marche. Oui, ça marche. Il y a la preuve que ça marche. La preuve que ça marche, exactement. Exactement. Alors, on va voir un petit peu les différentes techniques que vous avez avec des témoignages. Je disais qu'il y a effectivement dans votre ouvrage, il y a plein de témoignages. Vous êtes allé chercher, effectivement, je pensais, le témoignage de Carmen quand on parle d'acupuncture. Alors, vous parlez de l'acupuncture, vous parlez d'Ayurveda, on parle d'hypnose, on parle des coupeurs de feu, on parle du pouvoir de l'eau, on parle des EMI, du magnétisme, justement, avec le témoignage de Nicole et de Lucille. Quand on sait qu'il n'y a pas de référencement officiel, il n'y a pas de base de données. Non. C'est ça. Comment vous êtes allé chercher tout ça, alors, pour le coup? Alors, effectivement, il n'y a pas de base de données. En fait, au début, je me suis dit, je vais poser la question autour de moi, à des médecins, en disant, est-ce que vous connaissez des cas de guérison inexpliqués? Et alors, j'ai eu différents types de réponses. Et notamment, oui, il y a des guérisons qui sortent du cadre. Mais en gros, comme la personne, elle est guérie, c'est absurde. Enfin, c'est pas absurde, mais en fait, on s'y intéresse pas. Elle est guérie, c'est super pour elle. On a fait le job, merci. On a fait le job, voilà, c'est ça. Et on va pas chercher plus loin. Donc, je me suis dit, OK, mais alors, comment je vais procéder? Et puis, en fin de compte, j'ai eu des médecins qui m'ont donné des cas de guérison inexpliqués, et infirmière notamment, qui est une infirmière au SMUR, mais également coupeuse de feu, qui m'a donné plusieurs cas très intéressants, comme quoi ça marche bien, le fait de couper le feu à distance. J'ai aussi lancé un appel, tout simplement, sur les réseaux, en demandant si effectivement, voilà. Mais moi, j'avais des critères très précis. Mes critères, c'était qu'il faut que ce soit factuel. Faut que la personne, en fait, puisse me donner son dossier médical. Donc, ça demande quand même de la confiance. Bien évidemment, il y a un aspect de confidentialité. Mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit, moi, j'ai proposé aux témoins, en fait, de soit que ce soit confidentiel, respect complet de la confidentialité, soit que ce soit non anonyme. Et j'ai des gens, ils m'ont dit non, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre mon nom. Et la plupart des personnes d'ailleurs ont accepté. C'est ce que j'allais vous demander, ce sont des vrais noms? Ah bien sûr, vous pouvez contacter les personnes et il n'y a pas de souci. Il y en a qui sont OK pour témoigner. Enfin voilà. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, la force de ces témoignages, c'est que y a rien, tout est authentique, véridique, et les dossiers médicaux sont là, ils existent, quoi. Je veux dire, c'est. Alors, il y a souvent, quand on parle de ces sujets-là, pour ceux qui sont un peu réfractaires ou qui sont en interrogation, ou peut-être par peur ou par ignorance, ou en tout cas par non-intérêt du sujet, se disent mais c'est dans votre tête que ça se passe tout ça. Et vous avez d'ailleurs un chapitre qui s'appelle Ralentir et calmer, et notamment le rôle de la psyché et des émotions. Oui. Ça, c'est important, et notamment, là aussi, vous parlez bien sûr des différents témoignages et de l'hypnose. L'hypnose, c'est un rôle très important aussi. On peut aller rechercher de l'information grâce à l'hypnose. Oui, alors l'hypnose a un but effectivement. Là, dans ce cadre-là, je pense notamment au témoignage de Sophie, qui est médecin, docteur Sophie Mingui. Oui, alors son témoignage est assez, et même très intéressant, dans le sens où Sophie est médecin urgentiste, donc une vie à 100 à l'heure, l'adrénaline, etc. Et elle tombe malade, en fait, du jour au lendemain. Et en fait, elle ne trouve pas de réponse dans la médecine classique. Et comme elle dit, en fait, moi, je me suis rendu compte que moi, médecin, j'étais ignare, en fait, du entre guillemets, du fonctionnement de l'être humain, au-delà de juste l'aspect fonctionnel, etc. Et elle s'est formée, du coup, à la méditation, à l'hypnose, et c'est grâce à ces approches-là qu'elle a pu, effectivement, entamer son chemin de guérison. Et elle a changé de vie et de voie, effectivement. Et elle prône aujourd'hui une médecine intégrative, alors que c'était quelqu'un qui était très cartésien. Et d'ailleurs, la plupart des médecins, tous les médecins d'ailleurs, la plupart, je vais pas dire tous, mais la plupart des médecins étaient avant très cartésiens, très rationnels et pas ouverts finalement à d'autres approches. Mais c'est pareil, c'est un cheminement intérieur, soit un drame qu'ils ont vécu, un problème de santé, la maladie, etc., qui les a fait cheminer, en fait, en disant, non, il y a autre chose qui existe. Enfin, faut, en gros, élargir le cadre.
Et ça, moi, je trouve ça intéressant. On dézoome, finalement. C'est toujours cette histoire de dézoomer, en fin de compte. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que vous évoquiez tout à l'heure l'expérience des souris avec les cellules cancéreuses. On est bien d'accord que il n'y a pas de raccourci à faire. Je le précise. En disant que le magnétisme peut éventuellement guérir des cellules cancéreuses. Non. Alors, oui, vous faites bien de préciser ça. C'est important de le préciser, je pense. Oui, alors, vous avez tout à fait raison. D'autant plus que le magnétisme, en fait, ne va pas agir sur les cellules cancéreuses directement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils vont agir sur tout ce qui est, en général, les douleurs. Je parle de l'être humain. Un magnétiseur, que j'en ai d'ailleurs interviewé un, Pierre Jonas, en fait, il m'expliquait qu'il ne va jamais agir directement sur, sur le cancer, mais plutôt sur la problématique de la douleur. Et ça change tout. Et de plus, l'approche est vraiment complémentaire, ça c'est une chose importante que je précise également. Les personnes que j'ai pu interviewer, les praticiens notamment, prônent une complémentarité à la médecine conventionnelle. Jamais ils disent vous arrêtez votre traitement, etc. Oui, jamais. On ne se substitue pas à un avis médical. On se substitue pas à un avis médical. On ne dit jamais à un patient d'arrêter ses médicaments, évidemment, ou son traitement. C'est vraiment une dimension complémentaire. Pour moi, encore une fois, les choses ne s'opposent pas, mais sont dans l'union, en fait, voilà, c'est comme ça, à mon avis, qu'on pourra découvrir justement plein de belles choses, quoi. Alors, certains vont même peut-être en regardant l'émission dire oui, mais enfin vous enfoncez des portes ouvertes parce que il y a des CHU, il y a aujourd'hui des centres hospitaliers qui font énormément appel à des barreurs de feu, des coupeurs de feu, à parfois même des médiums chez les comateux. Oui. Ça existe aussi. Et puis, il y a toute cette dimension holistique quand vous parlez d'acupuncture, quand vous parlez aussi de magnétisme, on l'a dit, etc. Oui. Donc, ça existe déjà. Alors, bien sûr, ça existe déjà, mais je dirais ces personnes-là sont déjà acquises à la cause. Mais il y a plein de gens qui restent sceptiques. Ouais, c'est ça. Mais dans le sceptique sain, c'est-à-dire cette ouverture d'esprit, en fait. Et c'est plus à eux aussi que je m'adresse, bien que moi j'ai des personnes qui sont déjà acquis à tout ça, qui me disent mais ça me fait du bien de lire qu'il y a des expériences scientifiques qui existent, qu'il y a des médecins qui font appel à des coupeurs de feu et que vous en parlez et que ces médecins disent que oui, ça existe. Et voilà, donc ça rassure en fait aussi ces personnes-là. Donc c'est intéressant. Alors évidemment que c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la dimension des miracles. Alors ça, moi, déjà rien que le mot, alors pour une scientifique dire oui, mais les miracles, oui, bien sûr, etc. Alors il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable, c'est que il y a quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Sonia Barkala, que j'embrasse au passage, qui est peut-être en France, une des premières à avoir organisé des symposiums et des colloques sur ces thématiques-là, de la science, de la conscience. Sur les EMI. Et sur les EMI, oui, absolument. Je crois que c'était à Marseille. Marseille et Martigues, ouais. Ouais, exactement. Et en 2019, vous êtes allé à Lourdes. Oui. Avec votre amie, Sonia. Oui. Et vous êtes confronté à un miracle. Oui. Tout à fait. Faut raconter ça. Oui, exactement. On est parti à Lourdes avec Sonia en 2019, effectivement, pour prier. Alors, prier à notre façon, en tout cas, chacun a aimé son... Ira ressentir ce qu'il a envie de ressentir. Exactement. C'est vraiment, pour moi, la prière, c'est une affaire personnelle entre soi et plus grand, qui part du cœur, en tout cas. Ça, c'est vraiment important. C'est pas au niveau de la tête, mais c'est vraiment au niveau du cœur. Et on est parti, en fait, là-bas, prier pour... Alors, Sonia a cette foi en Marie qu'elle avait perdue parce qu'elle a eu un parcours de vie très difficile, chaotique. Ouais. Et moi, j'ai cette foi en Marie depuis des années, depuis mon EMI, bien que, et je précise, parce que parfois on me dit, oh, j'ai pas vu la Vierge Marie, pas du tout. Moi, j'ai cette foi en Marie depuis mon EMI, mais c'est pas, je l'ai pas vue, je le précise, parce que des fois, je lui dis des trucs, non, j'ai jamais vu la Vierge. Comment vous pouvez dire que j'ai cette foi? Pardon, je vous coupe sur l'histoire, mais vous y reviendrez, mais comment vous pouvez dire que vous avez cette foi en Marie depuis l'EMI, sachant que, évidemment, vous ne l'avez, enfin, vous dites que, effectivement, vous ne l'avez pas vu. Oui, mais je l'explique pas. Ok. Je l'explique pas. J'ai cette reliance, je sais pas vous dire, en fait. Vous auriez pu dire Jésus, vous auriez pu dire, je crois dans le Christ. Bien sûr, mais là, spécifiquement aussi. Marie. Oui. Ok. Je suis incapable de vous dire rationnellement. Oui. Ok. Mais je ne peux pas vous dire rationnellement. Mais cherchons pas de rationnel. En plus de ça, c'est très très personnel, très intérieur. Donc, sachant que encore une fois, moi, j'ai pas eu je le précise bien, d'éducation religieuse ou quoi. Par contre,
Mes parents ont reçu une éducation catholique, mais baptême, communion, puis ils ont vite arrêté parce que c'était pas du tout leur univers. Moi, je suis bretonne, donc des deux côtés. Donc forcément, il y a si on cherche au niveau inconscient, familial, oui, peut-être il y a quelque chose, mais en tout cas, j'ai pas baigné du tout dedans. Par contre, oui, effectivement, j'ai cette reliance, voilà, depuis des années. En tout cas, on décide d'aller à Lourdes avec Sonia. Et donc pour prier effectivement pour nos amis, la famille, etc. Et plus spécifiquement pour l'ami de Sonia qui s'appelle Gérard, hein, qui est un monsieur d'un certain âge et qui avait en fait une stéatose au foie, c'est-à-dire le foie vraiment gras, et il avait la vésicule biliaire qui était pleine. Voilà, donc il devait se faire opérer de cela. On est face à la grotte. Alors ça, c'est incroyable. Et puis Sonia venait juste de m'apprendre « Je vous salue Marie ». Et on riait toutes les deux. Ça, c'est aussi surréaliste. Sonia, il faut savoir qu'elle a des origines maghrébines. Elle est tunisienne par ses parents. Moi, bah voilà. Bretonne. Et vous ne connaissiez pas le « Je vous salue Marie » Non, je vous promets, je ne le connaissais pas. C'est fou. Je ne le connaissais pas. Et vous êtes... j'allais dire, habité par Marie depuis votre émission. Oui, mais pas d'un point de vue religieux. Ok. Je voulais surtout pas rentrer dans un dogme, en fait. Moi, c'était pas possible au niveau église, mais en fait, j'y connaissais rien, en fait. Donc, ça me faisait un peu peur. Ouais, voilà, moi, j'avais mes propres appréhensions par rapport à l'église, etc. L'aspect vraiment dogmatique, vraiment un peu trop, justement, binaire, peut-être, de certains aspects. Parce que moi-même, je cassais en fait tous mes codes d'une certaine façon. Et donc Sonia m'apprend le « Je vous salue Marie » et on blague avec ça, puisqu'elle me dit « Tu te rends compte, c'est à toi, la scientifique, anciennement athée, que j'apprends le « Je vous salue », moi, d'origine maghrébine et tout. » On rigole bêtement. Et donc voilà, on se met en prière. Sonia est à côté de moi et donc voilà, on se met en recueillement. Et à un moment donné, Sonia me dit ouvre les yeux, il y a des particules de lumière tout autour de nous, une pluie de lumière autour de nous. Et j'ouvre les yeux, je ne vois rien. Je regarde la Vierge Marie, la statue, rien du tout. Je me dis ok, elle vit une grâce rien que pour elle. Je me dis c'est super, il se passe quelque chose pour elle. Mais moi je ne vois rien de mes yeux. Et vous doutez pas? Ah non, qu'elle ait vécu. Ah non, pour moi, elle a vécu ce qu'elle doit vivre. Moi, pour moi, c'était vraiment. Elle était sur ce chemin, j'allais dire, presque de reconnexion avec Marie. Voilà, suite à tout ce qu'elle avait, les périodes difficiles qu'elle avait traversées. Et donc, on passe pas ce qui se passe. L'après-midi passe, et en fin d'après-midi, son ami Gérard nous appelle pour dire qu'effectivement, en fait. La chirurgienne lui a annoncé qu'il n'avait plus rien, l'opération est annulée. Elle lui a dit, monsieur, je ne vais pas donner son nom de famille, vous êtes un mystère, il n'y a plus rien, on arrête l'opération. Et le foie est revenu ad integrum, c'est-à-dire rétablissement complet. Donc j'ai récupéré, et ça correspondait au moment où on était, en fait, elle lui a annoncé cela au moment où nous, on était à la grotte, et où il y avait ces histoires de lumière, de particules de lumière qui nous tombaient dessus. Je vous jure que tout cela est vrai. Le dossier médical, je l'ai récupéré. Il y a plus rien. Il y a plus rien. C'est un truc de fou. Et moi, je me suis dit, ok, mais rationnellement, c'est toujours mon côté rationnel. Et je me suis dit, mais sur la ligne de temps, je veux dire, il avait l'IRM le matin même. Le midi, en fait, au moment où nous on priait, sa chirurgienne lui a annoncé l'arrêt, en fait, de son opération, puisqu'il y avait plus rien. Donc, je veux dire, on a prié après que l'IRM ait lieu. Mais ça, c'est sur la ligne du temps d'un point de vue cartésien, j'allais dire. Mais sauf que pour moi, quand on touche cette dimension d'amour et qui est dans un autre, qui n'est pas là dans notre monde en 3 dimensions, on va dire, enfin en 4 dimensions avec le temps, eh bien, la notion de temps justement n'existe plus. Et de toute façon, nous, on priait déjà, on était venu avec cette intention. En fait, de prier pour lui. Donc, je pense qu'il se passait déjà quelque chose à l'œuvre pour Gérard et qui s'est acté de cette manière-là pour nous. Et le dossier médical, je l'ai récupéré, je l'ai montré à un autre médecin et je lui ai demandé de faire une lettre. Et c'est marqué noir sur blanc, foie revenu intégrum. Voilà, il prenait pas de médicaments, que je précise aussi, qui pourraient expliquer cette évolution subite, quoi. Donc, il l'a su, pour le coup?
Ah bah oui, qui avait oui. eu cette prière-là? Ah oui, oui, mais oui, alors c'est quelqu'un qui est croyant. Ok. Chose importante à préciser, il croit en Marie, en l'Esprit Saint, donc c'est quelqu'un qui est déjà très ouvert. Pour lui, il est même, enfin, il est pas étonné. Oui, il est pas étonné en fait, mais ça a été un véritable cadeau pour lui. Et pour vous aussi? Et pour nous aussi. Waouh! Et moi, j'ai cheminé ensuite par rapport à ça, et j'ai vécu. Bon, voilà, j'ai décidé même de me faire baptiser l'an dernier. Donc voilà, parce que c'était pour moi le oui que je disais à Marie, mais c'était vraiment mon chemin à moi pour remercier d'une certaine façon ce que j'avais reçu, ce qu'elle m'avait reçu, m'avait donné pendant toutes ces années, et pour dire bah oui, maintenant je dis le oui, quoi. Voilà, c'est. Mais c'est votre foi. C'est ma foi intérieure, intérieure, personnelle, privée. Exactement, bien sûr, bien sûr, exactement. bien sûr. Et c'est pas forcément, encore une fois, dans une espèce de dogmatisme. Oui, j'ai du mal encore avec ça. Je veux dire, c'est pas, je rentre pas en religion. J'allais dire, je suis pas, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment de cœur à cœur, quoi. C'est présent. Elle est présente. Elle est présente. Donc, vous vous rendez compte, évidemment que vous vous rendez compte, mais c'est dans le langage courant de dire, vous vous rendez compte à quel point cet accident vous change, vous transforme la vie, quoi. Mais oui. Et d'ailleurs, tous ceux qui reviennent des EMI, tous ceux qui ont vécu cette expérience-là, pas qui reviennent, mais qui ont vécu cette expérience, sont transformés à vie. Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, ça a été mon chemin de bizarrerie. Après, il y en a qui ne vont pas forcément changer de vie. Il y en a qui vont pas changer de métier. Il y en a qui n'acceptent pas l'expérience, qui donc ne l'intègrent pas, et ils vont rester. Parce que ça peut faire peur aussi, hein, tout ça. Mais je sais que moi, je pense que j'avais besoin, maintenant je le comprends comme ça, avec le recul, que j'avais besoin de vivre cette expérience, mais de manière violente, qui était à hauteur de ma fermeture d'esprit, pour justement casser tous mes schémas intérieurs, mes schémas mentaux intérieurs. Donc, je le comprends comme ça aujourd'hui. Avec le recul. Sur l'ensemble, parce qu'encore une fois, je disais que dans cet ouvrage, il y a énormément de témoignages. On n'a pas le temps de parler de tout, mais quand vous parlez d'Ayurveda, et qu'on associe notamment l'Ayurveda, cette médecine. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes allé, vous avez parlé avec, comment elle s'appelle, Emmanuelle Sony. Emmanuelle Sony. Que j'ai reçu ici. Voilà, Emmanuelle Sony avec son époux, c'est Manan. Oui. C'est ça, Manan, qui est un Indien. Médecin indien. Médecin indien, qui est incroyable, il vous a fait la technique du pouls, etc. Oui. Faut lire ça, hein, vous allez voir, franchement, c'est fabuleux. Et il vous l'a fait quand il est venu en France ou vous êtes allé là-bas? Non, quand il est venu en France. Quand il est venu en France. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, juste pour expliquer, il est capable, juste en vous prenant le pouls, il vous scanne. Complètement. En fait, ça dure même pas de 5 minutes, hein, c'est vraiment ça. Enfin, moi, en plus, il parlait pas français, donc il y avait une traductrice. Je lui dis, mais ok, il prend le pouls, puis je le voyais faire des espèces de gribouillis. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, il m'a expliqué après, enfin, via la traductrice, effectivement, que voilà, j'étais tel type de profil ayurvédique, en fait. Et c'était vachement intéressant parce que ça me parlait, je me retrouvais dedans, quoi. Et d'un point de vue personnalité, et puis d'un point de vue aussi santé, c'est-à-dire les choses auxquelles il faut que je fasse attention, mes organes un peu plus faibles, on va dire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Donc, j'ai voulu me... Et il est très, très réputé. Il a une clinique d'ailleurs là-bas, chez lui. Oui. Et il y a énormément de monde, de gens qui viennent faire comme une sorte entre la cure et le pèlerinage. Hein, quelque part, et qui viennent expérimenter ça. Et Emmanuelle, elle est incroyable parce que elle est venue, elle a eu un appel véritablement. Oui, exactement. Bon, après, il tombe amoureux et elle est devenue évidemment son épouse aujourd'hui. Et franchement, il faut lire ça. Et elle y était allée, je crois, pour des problèmes de digestion. Je crois qu'elle avait des problèmes, des maux de ventre assez. C'est ça. Assez important. C'est ça. En fait, elle trouvait pas non plus de réponse dans la médecine classique, conventionnelle. Donc, elle s'est tournée vers l'acupuncture d'abord, et ensuite l'Ayurveda. Et pour elle, ça lui a permis effectivement déjà de changer d'état d'esprit par rapport à la maladie, parce que pour elle était dans une obsession de guérir, en fait. Il fallait manger hyper sainement, tout était contrôlé, etc. Mais en fait, il y avait plus de plaisir non plus. Et elle a compris que en fait, c'était pas vraiment ça la vie, et qu'elle pouvait manger. C'était pas aussi restrictif que ça. Et puis elle a cheminé intérieurement. C'est un vrai itinéraire personnel, en fait.
Et voilà, elle part pour quelques jours et elle y reste quelques années. C'est ça. C'est ça, exactement. Et puis sur l'Ayurveda, vous verrez, il y a aussi d'autres témoignages. Je pense à Béatrice aussi, avec son rapport choix. Elle est diabétique, si je ne m'abuse, Béatrice. Oui. Et elle va avoir là aussi, grâce à la médecine ayurvédique, un changement absolument radical. Effectivement, elle est atteinte de diabète de type 1 depuis qu'elle est toute petite. Donc, elle doit prendre des médicaments, c'est l'insulinodépendant en fait. Et puis maintenant, puisqu'elle reste diabétique, attention, l'Ayurveda ne l'a pas guérie de cette maladie, mais aujourd'hui, les médecins n'arrivent même plus à la mettre dans une case, c'est-à-dire il y a le diabète type 1, type 3, et puis le mode, je sais plus comment c'est, qui est en fait un diabète plutôt adolescent, mais qu'elle avait. Enfin, ils arrivent même plus à la situer parce qu'elle a évolué en fait, et elle aurait dû avoir des problèmes au niveau des reins. Elle a absolument pas de problème au niveau des reins. La vue n'est pas affectée non plus, donc en fait ils comprennent pas trop ce qui se passe. Mais vous savez quoi? Depuis tout à l'heure, vous esquissez toujours un petit sourire à partir du moment où la science ne peut pas expliquer les choses. Je vous assure que c'est vrai. C'est vrai? Oui, là, on sent qu'il y a un petit côté presque un peu jubilatoire, sans être péjoratif, qui consiste à dire les médecins n'ont pas réussi à expliquer le pourquoi du comment, voilà. Bah oui. J'allais dire oui. Bah oui, c'est vrai. Mais bien sûr, bien sûr. C'est vrai, bien parce sûr. qu'effectivement tout s'explique pas. Bien donc sûr. il y a du moins tout s'explique pas avec le regard purement réductionniste. Encore une fois, si on s'ouvre, si on est dans une approche transdisciplinaire, là il y a des choses qui s'expliquent. Ces guérisons qui défient la science chez HarperCollins. Je voudrais qu'on termine avec un autre chapitre, évidemment, que vous abordez aussi, sur les prières et la foi. Alors, là aussi, c'est évidemment essentiel. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a Elisa Servier, il y a Myriam également. Et alors, vous dites un truc qui est assez intéressant, parce que là, pour le coup, ça n'est pas palpable, ça n'est pas prouvable. Là, on est dans l'abstrait total, quand on parle de prière et de foi. Et pourtant, il y a des choses qui se passent. Oui, il y a des choses qui se passent. Il y a des témoignages, effectivement, qui sont forts. Il y a une expérience scientifique qui a été menée aussi à Amsterdam qui m'a passionnée. J'ai pu échanger avec le médecin à l'origine de cette étude-là, où ils se sont intéressés aux effets de la prière sur la guérison. Et là, ça a été objectivé, quoi. Il y a plus de 80 cas de guérison inexpliqués qui ont été passés au peigne fin. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, les personnes expriment avoir ressenti de la chaleur ou avoir ressenti une présence. Donc il y a à la fois une part de subjectivité quand on dit je ressens qu'il y a quelqu'un, je ressens que où il y a du vent, c'est subjectif d'une certaine façon, à moins qu'il y ait des appareils de mesure, et en même temps c'est objectivé parce que il n'y a plus de maladie. Soit il y a plus de maladie, donc ça c'est objectivé à travers les résultats d'examen, ou il n'y a plus de symptômes. C'est-à-dire qu'il y a des cas, il y a une dame qui a eu Parkinson, elle a dit, mais mon corps ne rentre pas dans votre, en gros, dans votre classification, bien quoi. Sûr. Et elle n'a plus de crise. Comment on peut expliquer ça rationnellement? On peut pas. Là, à un moment donné, la rationalité, elle a ses limites, quoi. Qu'est-ce que, on va terminer là-dessus, mais j'avais marqué ingénieur et auteur. Vous êtes plus auteur aujourd'hui. Alors, oui, alors ingénieur, je le suis à vie parce que mon diplôme d'ingénieur... J'en ai suffisamment bavé, j'aimerais bien qu'il soit quand même remis en avant régulièrement, faut pas exagérer quand même. Non, c'est pas ça. Mais disons que je reste ingénieur. Un ingénieur, en fait, en France, c'est comme ça, on a le titre à vie. Voilà, oui, mais vous avez besoin de ce titre-là. Après, je suis consultante scientifique aussi. Oui. Donc, ça, c'est important. Auteur, oui, parce que j'aime transmettre. Et pour moi, le livre est un moyen où votre émission, ou l'aspect plus médiatique, permet de transmettre des informations au grand public. Et ça, c'est ce que j'aime. Voilà. Donc oui, et j'aime écrire. Et je me suis découverte un goût pour l'écriture. Et voilà. Donc, je suis sur cette lancée, en tout cas, en ce moment. Et puis, je pense pour les années à venir aussi. Et l'accompagnement ? L'accompagnement aussi, toujours. Voilà, une autre de mes casquettes, effectivement, où j'accompagne des personnes à travers la sophrologie, mais plutôt les soins énergétiques. Les gens viennent me voir plutôt pour ça. Et voilà. Donc, j'ai plusieurs casquettes. On dit souvent, il arrive de lire parfois dans les témoignages post-EMI,
que des gens d'abord se révèlent comme vous et ensuite ont des capacités qu'ils n'imaginaient pas. Vous avez eu ces capacités-là? Allez, dites-nous. Bah, on va dire que j'ai une sensibilité au monde de l'invisible qui s'est développée. Donc vous avez de la médiumnité, voilà. la clairaudience, la clairvoyance. Alors. Ah, c'est dur à dire ça pour une scientifique. Hein. Ça, c'est difficile à dire. Hein. Disons que je ne peux pas dire c'est de la médiumnité pure dans le sens où je ne fais pas de consultation, de connexion avec des défunts et puis je me refuse aussi à faire ça. Par contre, lors des soins énergétiques, ça m'arrive d'avoir des infos, mais je ne le contrôle pas, je précise. C'est pour ça que je faut pas venir me voir juste pour ça. Moi, aujourd'hui où j'en suis, je sais pas développer à fond. Mais par contre, effectivement, j'ai des infos qui peuvent me venir. Après, on va appeler ça de l'intuition, on va appeler ça de l'inspiration, on peut appeler ça tout ce que vous voulez. Il y en a, ils vont appeler ça effectivement de la médiumnité, mais moi, j'appelle ça des informations qui viennent. Après, d'où ça vient, c'est une autre question. Mais vous savez très bien d'où ça vient. Non, mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'aime beaucoup les gens qui s'installent ici et qui me disent non, mais disons que j'ai une intuition plus. Ouais, d'accord, ok, bon, très bien, on a compris. Vous avez effectivement mais c'est très bien. Et encore une fois, moi, je dis mais il y a une expression, la première expression qui me vient là, et encore une fois, sans dogme et sans prosélytisme, rendez grâce à Dieu, quoi. Oui, mais je suis dans la gratitude. Je suis dans la gratitude. Tous les matins, quand je me réveille, je suis dans la gratitude. Et à la fin de ma journée, je suis dans la gratitude. Et la santé va bien. Et la santé va bien. Alors, parfait. J'étais ravi de vous rencontrer, Fabienne. J'ai beaucoup entendu parler de vous et je suis très content que vous soyez venue nous expliquer un petit peu votre approche, votre histoire, bien entendu, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et puis, évidemment, le travail sourcé qui est essentiel au travers de la science et des guérisons. Et c'est vrai qu'associer les deux mots est parfois culotté. Et qu'on vous attend, j'imagine, au virage. C'est pour ça que vous rappelez très régulièrement que c'est un travail de fond, d'enquêtrice, et que tout est sourcé au travers des documents officiels que vous avez de la médecine ou des patients. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Ça c'est vraiment important. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Passez-leur un petit coup de fil. On a le téléphone céleste là, ici, mais qui est sur la table. Mais bon, il marche pas beaucoup. Hein. J'avoue qu'il sonne pas des masses. Donc, si vous avez de temps en temps la possibilité de leur faire un petit clin d'œil, n'hésitez pas. Merci infiniment, Fabienne. C'est moi qui vous remercie, Marc. Prenez soin de vous. Vous allez commenter, partager comme toujours, avec bienveillance, évidemment. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.